Autant il y a 6-7 ans, tu pouvais te dire ouais c'est facile, je vais lancer ma marque et faire les 5 ou 10 premiers millions en te disant on va scaler, ce que tout le monde aime dire, scaler Facebook Ads et les influenceurs. Aujourd'hui c'est impossible, ça coûte trop cher, il n'y a pas la rentabilité, il y a trop de monde, il faut se battre comme un fou pour faire du contenu un peu sympa et qui en plus aura une visibilité tu vois, complètement dégueulasse. Tu vois, ça c'est la réalité du e-commerce aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Pop-Up, le podcast e-commerce. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Ankawa, cofondateur et CEO du Petit Lunetier. Avec Jérémy, on échange pendant près d'une heure sur la façon dont les DNVB ont évolué ces 5 dernières années et sur ce que c'est que d'entreprendre dans un marché régulé. Il va nous raconter l'histoire et la jeunesse du Petit Lunetier et surtout les enseignements qu'il en a tirés. C'est hyper inspirant et je suis persuadé que vous pourrez en tirer de la valeur pour vos projets. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Salut Jérémy. Salut Yann. Écoute, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast. C'est très sympa de ta part de nous offrir un peu de ton temps. Si ça te va, je te propose de te présenter comme tu le sens, de nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais et expliquer un peu aux gens qui nous écoutent pourquoi tu es là aujourd'hui. Bon, merci pour l'invitation. Ravi d'être là pour le premier numéro. Donc pour me présenter, Jérémy Ankawa, 33 ans, je suis marié. J'ai une petite fille de 4 ans et demi et donc j'ai cofondé le Petit Lunetier il y a maintenant 6 ou 7 ans, 6 ans et demi je crois, avec un opticien. Aujourd'hui la société c'est un réseau de 11 magasins qui se développe et puis une trentaine de personnes au total qui sont réparties entre le siège et les magasins. Ce que je te propose, avant de rentrer même dans l'histoire du Petit Lunetier et de nous expliquer un peu plus quels sont les enjeux autour de ça, c'est peut-être qu'on parle un peu de toi. Moi, je suis assez convaincu que les entrepreneurs entreprennent souvent, en tout cas, on lit des choses très tôt dans leur histoire. Je trouve ça toujours intéressant de savoir d'où viennent les gens. Tu peux nous en dire plus sur qui tu es, où tu as grandi, dans quel cadre et comment ça s'est passé un peu pour toi depuis le début et on arrivera progressivement jusqu'au Petit Lunetier. Bon, alors il y aurait pas mal de choses à dire et je vais essayer de mettre un peu d'ordre. Donc moi j'ai grandi en région parisienne, dans on va dire dans des conditions assez aisées, pas riches mais plutôt aisées, et puis surtout dans un environnement familial assez favorable avec beaucoup d'amour, beaucoup de temps passé avec les enfants pour les éduquer et de frères. Et donc voilà, je viens d'une petite ville qui s'appelle Carrières-sur-Seine où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, donc qui est une ville sympathique de région parisienne. J'ai un parcours qui est scolaire, on va dire, qui est classique dans le sens où ça a bien fonctionné pour moi. J'ai fait un bac S, j'ai fait une classe prépa, donc HEC, voie scientifique qu'on appelle ECS, puis j'ai intégré au bout de 2 ans une école de commerce, donc l'école de management de Lyon. Bon, ça c'est la lecture un peu linéaire, t'as raison. Moi j'ai monté ma première boîte maintenant il y a 6 ans, donc à 27 ans. Mais quand tu regardes un peu en arrière ce que tu fais, c'est vrai que dès petit, en fait, on avait lancé des projets. Donc, j'ai un grand frère et un frère jumeau qui, eux aussi, ont monté une boîte, tu vois, ensemble aujourd'hui, un peu dans le même secteur. Et c'est vrai qu'on avait lancé avec mon frère des sites internet. On avait fait un business de dropship de coques d'iPhone sur eBay il y a 15 ans. 15 ans, peut-être 12 ou 13 ans. C'était des trucs où on découvrait complètement le business. Donc c'était marrant. Hein. C'est pas des choses qui ont eu des retentissements énormes. Quoique on a vendu avec mon frère quand même, quand on avait 19 ans, on a vendu un site internet pour 10 000 euros. Et quand t'as 10 ans, quand t'as 19 ans, c'est pas mal et tout. Et voilà, donc ouais, on a mis un petit peu pas tu vois, des pieds comme ça nous plaisait, on bossait, on geekait un peu sur notre ordi, on n'est pas des techniciens, mais on aimait bien voilà, avancer, faire des choses, réfléchir à des choses, créer. Et puis après, j'ai commencé mes études, en fait, j'ai bossé 3 ans chez Google à Paris et à Dublin. C'était mon rêve quand j'étais petit tu vois, de bosser là-bas. Voilà, donc j'ai eu la chance et l'opportunité de le faire en sortie d'école. Et puis ça s'est fait, j'étais très heureux. Je suis rentré à Paris parce que je voulais aussi construire une vie autour tu vois, de ma femme actuelle et donc autour de ma famille, etc. Et petit à petit, voilà, je suis rentré dans une boîte, j'étais responsable d'e-commerce, puis au bout d'1 an, je l'ai quitté, j'ai fondé le Petit Lunetier. Mais du coup, ouais, assez tôt, quand tu rentres, finalement, il y a assez peu de temps entre le moment où tu quittes des postes plus classiques chez Google, etc., et le moment où finalement tu sautes le pas pour fonder le Petit Lunetier, quoi. Oui, c'était un peu opportuniste parce que je considérais que ce que je voulais apprendre, je l'avais appris.
Donc, je pense pas que je serais arrivé à lancer la boîte juste en quittant, tu vois, Google, par exemple. J'aurais pas eu les clés ou quelques éléments de compréhension qui me manquaient. Tu vois, créer de l'image, créer du contenu, les réseaux sociaux, les influenceurs, le marketing, c'est des choses qui étaient un peu trop théoriques quand t'es encore, enfin, qui existaient déjà pas à l'époque et qui étaient encore théoriques pour moi et auxquelles j'ai pu me confronter, tu vois, à un bon niveau pendant un an et demi et qui en fait clairement m'ont donné une espèce de recette de lancement pour la marque. Après ça c'est le début, au bout d'un moment il faut aussi tu vois toi-même trouver tes leviers et tes moyens, mais c'est vrai que cette année, elle m'a beaucoup, enfin j'ai beaucoup appris. En tout cas, ça m'a permis de me lancer. Tu vois, tes campagnes d'acquisition, tes influenceurs, créer de l'image, ton produit, c'est ça, tu vois, c'est le MVP d'une marque entre guillemets qu'il fallait apprendre à créer. Ça, c'est ce que tu retires de ton expérience en tant que comme manager. Mais qu'est-ce que tu retires de ton expérience chez Google? C'est ça, ça m'intéresse. Alors, je retiens plein de choses. On va passer les, tu vois, les poncifs habituels de c'est un super environnement de travail, etc. Il y a des gens brillants, ça c'est vrai. Tu vois, fun fact, j'ai quand même bossé avec deux mecs. Il y en a un aujourd'hui, tu vois, c'est le team principal de Alpine, c'est Laurent Rossi. Donc tu vois, c'est peut-être, enfin c'est des gens qui sont connus dans le monde entier. Il y en a un autre aujourd'hui, il est ministre des télécommunications de Monaco. Donc tu vois, t'as aussi on va dire l'opportunité et la capacité de bosser avec tout un tas de gens brillants. Là, je t'ai donné deux exemples, mais c'est rempli vraiment de gens qui ont monté des boîtes fortes, inspirantes. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant, c'est que tu es vraiment entouré de gens où tu te sens pas toujours le plus bête, mais tu te dis il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi, qui va t'apprendre des choses sur n'importe quel domaine. Donc ça, c'est vraiment le côté cool. Après, moi, je trouvais déjà qu'à l'époque, c'était devenu une boîte un peu plus en mode, tu vois, consultant. Il y a 20% de croissance à sortir tous les ans, donc on a des process. J'étais sales, en fait, tu vois, tu faisais des calls et donc peut-être que je suis pas resté, enfin, j'ai fait une partie comme analyste où là c'était intéressant, tu vois, j'ai développé pas mal de compétences techniques, de mise en place de reporting, de dashboard, tu vois, des choses qui peuvent beaucoup faire gagner de temps quand tu es entrepreneur et qui t'aident à avoir on va dire de l'analyse assez poussée et utile surtout. Donc ça, tu vois, je l'ai pas mal appris avec des collègues. Et puis après, en tant que sales, ça m'a plutôt appris à faire de l'acquisition via Google, mais sincèrement, c'est un truc dont je me suis jamais servi. J'ai quasiment jamais fait d'acquisition sur Google une fois que j'ai quitté Google. Dans les marques où on était, on faisait pas d'achat de mots-clés ou trucs comme ça. C'était plus tu vois, du Facebook, du Insta, de l'influence, de la construction de marque. Voilà. Du contenu, quoi. Enfin, plutôt du content que du SEA. Ouais. Il y a un truc intéressant que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même le management et tu vois, et la façon dont on traite les gens. Je vais pas du tout dire que on fait la même chose parce qu'il faut aussi des moyens derrière démesurés, tu vois, pour mettre les gens en confort. Mais il y a quand même, je pense, un intérêt fort là-bas, tu vois, à être bienveillant envers les gens, à bien les manager, à le faire avec pas de la gentillesse, mais tu vois, les choses se font, on va dire, en douceur et je trouve sans violence. C'est pas agressif comme management. Et donc en fait, je pense que tu vois, c'est une boîte où globalement, il y a de la pression. Je pense que plus tu montes, plus t'en as. Mais on met une forme aux choses. On essaye de les faire dans un cadre, tu vois, où on respecte les gens. Et ça, je trouve que, en fait, c'est hyper important. Et j'ai toujours essayé tu vois, de l'appliquer dans de mes expériences professionnelles. Ouais, ce qui est pas toujours acquis dans des boîtes qui atteignent cette taille-là. Enfin, souvent, tu t'entends des histoires de management dans les très grosses boîtes qui sont pas toujours très dans les sympas. petites boîtes aussi, sincèrement, Yann, moi, dans la boîte où j'étais après, je trouvais que c'était s'ils m'écoutent, tant pis, je leur dis, mais tu vois, c'était un désastre managérial, tu vois, parce que il y avait pas de considération pour les gens. Et donc en fait, tu as aussi une vraie violence du management, parfois indirect dans les petites boîtes. Hein, je suis loin d'être parfait, mais dans les grosses boîtes, ça peut être violent parce que du jour au lendemain, on peut te placardiser, etc. Dans les petites boîtes, tu dépends aussi parfois d'un mec ou de deux mecs qui n'ont pas été formés au management, qui n'ont pas peut-être ça en eux. Et tu vois, chez Google, on te forme au management. En France, on pense qu'on est né manager et que du coup, on sait entre guillemets manager les gens. Les boîtes américaines, pas du tout. En fait, on t'apprend à manager les gens. Il y a des outils, il y a des façons de faire, de communiquer, de s'exprimer, de reporter, tu vois, de mettre en place. Donc, sans tout faire tout parfaitement, c'est quand même une idée que tu vois qui m'a beaucoup plu là-bas et que tu auras du mal à retrouver dans des petites boîtes ou des startups ou des PME en France. Parfois, hein, ça va vachement du coup dépendre, je trouve, de la personnalité des dirigeants et parfois c'est catastrophique. Et donc du coup, si on revient un peu sur l'aspect plus entreprise de tout ça, donc tu montes des sites web avec ton frangin. Ouais.
priori, bon, il y a quelques expériences qui se passent bien. Alors, j'ai juste une question, mais de pure curiosité. Tu m'as dit que vous aviez revendu un site web à 19 ans. Exactement. Ouais, Comment exactement. on revend un site web à 19 ans? Ouais, en fait, alors, revend, en fait, c'est via des plateformes, en fait, ça s'appelait Cedo à l'époque, c'était une plateforme de listing de sites web, et en gros, ce que tu revendais, c'est du trafic et des visites à des gens sur une thématique, tu vois, nous, c'était sur les séries télévisées, et en fait, tu as des gens qui se disent, OK, il y a un site en France qui fait 100 000 pages vues par mois, qui a 50 000 visiteurs par mois, qui va savoir mieux le monétiser que toi pour un tas de raisons, parce qu'il peut avoir un réseau, tu vois, lié à ça, et donc tu as des gens comme ça qui reprennent et voilà. Mais donc c'était pas du tout une revente dans le sens où on l'entend aujourd'hui pour une boîte. C'est tu listes ton site, il y a un mec qui fait une offre et toi, moi on était occupés, on était en prépa avec mon frère et tout, je me rappelle. Donc tu vois, c'était un peu compliqué. On faisait ça pendant les vacances, on avait des copains qui nous aidaient à les mettre à jour, etc. Mais voilà, on était très contents de liquider. Puis, ça prenait énormément de temps et donc voilà, ça tu vois, ça s'est fait comme ça. Ouais, puis c'est quand même un step que tu accomplis. Ouais, en fait, on avait vendu deux. En fait, on avait vendu un premier qui était sur une série télévisée aussi qu'on avait fait, un site de fans un peu. Et du coup, là, c'était peut-être vendu 2000 €, mais bon, encore une fois, quand t'as 18 ou 19 ans, à l'époque, c'était quand même pas rien. Et voilà, c'est des trucs qui se monétisaient en AdWords, en trucs comme ça, tout simplement. Assez vite, donc tu reviens après Google, un an d'e-com manager. À quel moment tu captes que déjà que tu veux le faire pour toi et comment tu arrives à cofonder le Petit Lunetier, dans le sens où bon, on comprend très bien l'appétence de ton cofondateur pour la verticale, mais toi, comment t'en arrives là? Alors, je vais te raconter l'histoire exacte. En fait, elle n'a pas été calculée, c'est-à-dire que moi, ça faisait un an que j'étais là-bas. Il y a plein de choses qui me plaisaient et d'autres qui me plaisaient moins en termes de management ou même de gestion de l'entreprise. En fait, je me suis marié et je suis rentré de vacances et je me suis dit en fait, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout, ça me plaisait moins, j'y trouvais moins mon compte et puis je suis toujours quelqu'un qui a beaucoup suivi son instinct et puis j'étais pas très inquiet non plus sur ma carrière, je me disais que je retrouverais un job, tu vois, j'avais un CV qui me paraissait assez lisible, etc. Donc je me suis dit je vais quitter et j'ai pas quitté en me disant je vais rien faire, j'avais deux trois idées en tête. Donc la première c'était de repartir chez une grosse boîte, je voulais pas revenir chez Google mais je voulais essayer, tu vois, un Snap ou un Facebook et j'avais quelques contacts et ça avait bien avancé. La deuxième c'était éventuellement de monter une espèce d'agence e-commerce, tu vois, parce qu'à l'époque, la publicité Facebook, c'était un des trucs que nous, on avait beaucoup fait. Moi, j'étais pas head of e-commerce, je m'occupais de l'acquisition, en fait, dans cette boîte. Et donc, on était une des premières boîtes à avoir, je pense, compris beaucoup de choses sur l'acquisition e-commerce via Facebook, via les réseaux sociaux, etc. Donc, je m'étais dit, je vais faire ça. Et puis, c'est ça, ça fait 3. Donc, tu vois, une agence, un e-commerce ou revenir dans une grosse boîte. L'agence, le modèle d'agence me plaisait pas du tout, en fait, gérer les campagnes, etc. Franchement, c'était un truc qui me, rien que d'y repenser, ça me plaisait pas dans la façon de le faire. Une grosse boîte, je me suis dit, je pourrais toujours essayer dans quelques années si mon expérience marche pas. Et en fait, j'ai rencontré donc Eli, qui est le cofondateur et qui en fait lui avait monté depuis quelques mois le Petit Lunetier. Et en fait, en tant qu'opticien, il s'était dit, moi, je veux essayer de lancer un truc qui est digital, etc. Sans forcément avoir, tu vois, les moyens ou l'idée derrière de créer une marque comme nous on l'a fait, mais qui était en tout cas de se dire, il y avait quelques sites qui se lançaient à l'époque en se disant, je veux lancer un truc. Donc il avait une V1 d'un site, il avait de la marchandise, il avait déjà eu des clients, il démarchait aussi quelques opticiens à l'époque, mais tu vois, il y avait une base. Moi, je suis arrivé, il y avait un peu de marchandise, il y avait un site, il y avait une base, et du coup, je pense qu'il avait lancé ça depuis 6 mois. On s'est rencontré à un dîner chez mon frère, en fait. C'est le mari d'une amie, de la femme de mon frère. Enfin bon, tu vois, c'est vraiment un dîner. Et sans trop réfléchir, j'ai dit, écoute, vas-y, on discute. Et je me suis tout de suite dit, on avance. Et donc, j'ai proposé de le rejoindre et ça a bien matché. Et en fait, voilà, en quelques semaines, ça s'est fait. Et ça, tu vois, on est début 2016. Ouais, vraiment, on s'est rencontrés, genre 2 ou 3. On a mangé, tu vois, on a discuté, puis on s'est lancé. Voilà, avec honnêtement beaucoup moins d'ambition ou d'idées par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'il faut aussi, tu vois, être réaliste. Quand tu te lances, je me suis pas dit on va devenir le nouveau numéro 1 qui va révolutionner la lunette, tu vois. J'avais plutôt l'idée de me dire je sais comment on peut lancer une marque en e-commerce. Je connaissais pas du tout le métier de la lunette, mais je me suis dit ok, la lunette ça reste un accessoire de mode sur lequel on peut faire des choses, tu vois, qui vont fonctionner en termes d'image.
Et donc, on a commencé comme ça. Après, t'évolues, tu fais des magasins, tu fais du contenu, tu fais d'autres choses. Mais à la base, je me suis dit, OK, je pense qu'en fait, on peut faire 1 million en e-commerce d'ici 12 mois si on applique la méthode que j'ai en tête. Et donc, du coup, le pitch initial du Petit Lunetier, parce qu'effectivement, c'est pas le Petit Lunetier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous étiez déjà sur de l'optique correctif? Pas du tout? Parce que moi, il me semble qu'à l'époque, c'était pas le cas. Vous étiez sur vraiment de l'accessoire fashion. Vous aviez déjà de la correction dès le début? Oui, en fait, quand j'ai rencontré Eli, il proposait déjà la mise à la vue sur son site. Et en fait, de façon un peu plus opportuniste, ce qui s'est passé, c'est que c'était compliqué à vendre en ligne parce qu'en fait, t'es pas connu, t'as pas de point de vente, t'as pas de repère. Donc en fait, tu vois, c'est compliqué de faire convertir des gens pour acheter à leur vue. Et donc en fait, ça existait, hein, ça existait depuis le jour 1. On a toujours eu des ventes, on avait peut-être une par jour à l'époque, etc. Mais en fait, la marque s'est vraiment développée quand on a commencé à faire de la petite solaire sans correction sympa, et puis que l'année d'après, on a fait de la monture lumière bleue sans correction. Et en fait, la partie optique donc a toujours existé. Et lui-même, quand il a enregistré le site web, en fait, il avait fait une demande d'agrément mutuel et sécurité sociale. Et donc, en fait, cette partie optique, elle a commencé à reprendre de l'ampleur le jour où on a vendu de l'accessoire. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on s'est mis à vendre de la monture lumière bleue ou de la monture solaire, c'est à ce moment-là qu'on s'est aussi mis à vendre de la correction optique. En fait, notre angle, on s'est dit, on peut pas attaquer le truc en faisant que de l'optique. Il faut qu'on attaque le marché en faisant de l'accessoire, un truc un peu fun, un peu de mode, bien montré, bien photographié, packaging sympa, tu vois, produit sympa évidemment. Et en fait, ça, et c'est toujours, je vais pas te dire notre histoire. Aujourd'hui, je pense, on vend plus de 50%, c'est de l'optique. Mais on pourrait faire, tu vois, une espèce de droite, tu vois, linéaire en croissante, qui te montre la part de l'optique dans le chiffre d'affaires. Tu te remets encore il y a 2 ou 3 ans, on était peut-être encore à 60 ou 70% qui n'était pas de l'optique, qui était encore de l'accessoire. Aujourd'hui, la société, elle fait en majorité, en chiffre d'affaires et en volume, elle fait de l'optique, tu vois. Ce qui est quand même un gros shift dans l'activité, dans le positionnement aussi. Parce que du coup, tu te positionnes d'un côté comme une marque de fashion, une marque d'accessoires, et de l'autre comme un service santé, quoi. Eh ben, c'est tout l'enjeu de bâtir sa crédibilité, d'avoir des magasins, des opticiens diplômés en magasin, d'essayer aussi de proposer en ligne, tu vois, des services. T'as raison. Et c'est pour ça qu'on a attaqué le marché avec un angle qui était plus accessoire et qu'en fait, on a construit la crédibilité et tu vois, et la notoriété et on va dire le fait que les gens nous fassent confiance petit à petit. Tu vois, on dit souvent magasin par magasin, quoi, quasiment. Au départ, donc c'est le réseau d'Eli que vous activez pour... je suppose que c'est un milieu quand même qui est hyper B2B. Il faut réussir à créer un stock initial. Donc tu disais qu'il y avait déjà un peu de marchandises quand vous arrivez, mais sur la partie conception, création, parce que vous avez tout de suite vos propres modèles. Enfin voilà, vous arrivez quand même assez vite à une marque qui ressemble à quelque chose. Comment vous activez ça? C'est vraiment son expertise il est à la fois opticien et il avait aussi pas mal d'expérience à la fois, tu vois, par son environnement familial dans le sourcing de produits. Et donc en fait, ce qu'a fait Eli quand il a lancé la marque quelques mois avant que je le rejoigne, c'est que, tout simplement, il est parti en Asie, tu vois, voir des fournisseurs, faire ce qu'on appelle du picking. En fait, donc du picking, c'est vraiment, tu vois des modèles et tu les fais rebrander avec le nom de ta marque. Ça n'a rien de très compliqué. Donc ça, tu vois, c'est la V1 de quand tu lances une marque, tu prends un produit et tu le fais rebrander, et puis après, quand le temps avance, tu développes tes propres modèles, tu vas apporter des modifications qui sont un peu plus lourdes, tu vois, pas juste des logos, tu vas vraiment développer une branche, tu vas développer des choses au niveau des plaquettes, au niveau, tu vois, à plein niveau. Mais au début, en fait, une V1, c'est comme ça. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est pas très compliqué, tu vois, de faire du picking en lunettes. Il y a 6 ou 7 ans, c'était peut-être un peu plus compliqué. Tu te remettais avant le Covid et le fait que c'était et que aujourd'hui c'est impossible de rentrer en Asie. Franchement, tu trouves des fournisseurs, enfin tu vois, c'est easy. Tu vas sur Alibaba, machin, c'est pas fou, mais tu peux trouver des montures d'une qualité correcte que tu vas refaire brander. Tu vois, ça c'est facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est derrière de s'assurer que c'est de bonne qualité, d'aller bien faire tes certificats CE, d'aller les tester, et puis tout simplement de faire le travail qui est le job d'un opticien, tu vois, de développement de produits, et puis de vérification que ton produit fonctionne. Et ça, c'est le travail que tu vois, on fait en continu depuis 6 ou 7 ans. Mais lancer un site avec des lunettes, franchement... c'est pas très difficile à faire. Tu lances un Shopify, tu vas sourcer des montures. Tu vois, on en a vu des quinzaines et des quinzaines se lancer tous les étés avec des noms qui ressemblaient un peu aux nôtres à l'époque, etc. Ta barrière à l'entrée, tu vas pas la construire parce qu'en fait, t'as mis un site et que t'as sourcé des modèles. Et donc, du coup, je pense que ça me fait une transition qui est toute trouvée. Parce que, ok, maintenant vous avez des produits, vous avez un site web pour les vendre, mais reste justement à les vendre et à constituer du trafic, à créer l'image de marque et tout. Et donc, jour 1, par quoi tu commences?
Exactement. Bah, en fait, le jour 1, c'est que je refais d'abord le site sur Shopify. Un truc très simple, tu vois. Je prends un thème, je trouve un développeur sur Fiverr parce qu'en fait, je voulais faire quand même des petites choses un peu custom. Tu vois, je voulais pas juste prendre un thème Shopify, mais enfin, tu prends les thèmes basiques. Aujourd'hui, Shopify à $200, ils font limite mieux que ce que nous on avait fait via du custom à l'époque. Et puis surtout, en fait, on fait pareil une espèce de V1 de shooting. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux surtout pas faire, c'est mettre des photos à plat de monture. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une espèce de petite patte autour de la marque. Et donc, en fait, on crée vraiment une V1 de marque, c'est-à-dire, bah voilà, on trouve avec des moyens beaucoup plus limités. Hein. On n'a jamais levé de fonds ou demandé de l'argent autour de nous. Donc, tu vois, ce que je te dis, c'est 2 ou 3 000 euros de budget. On fait un shoot, on trouve un photographe qui démarre, mais avec qui ça se passe bien. Tu vois, ce photographe, aujourd'hui, on travaille toujours avec lui 6 ou 7 ans après. Il a aussi une carrière, tu vois, qui a décollé et s'il regarde ça d'ailleurs je lui passe le bonjour et d'ailleurs il a plus du tout les mêmes tarifs qu'à l'époque et c'est bien normal tu vois parce qu'aujourd'hui il s'est fait aussi une carrière et un nom. On trouve pareil tu vois on bidouille un peu comme ça une V1 un peu de stylisme un petit shoot avec une personne on sort des photos qui sont vraiment cool pour l'époque quand t'es une première version de marque on met un site tu vois qui tient un peu plus la route qui donne un air un petit peu plus pro et donc en fait on lance une V1 où tu te dis bah ok les gens qui vont arriver sur la marque avant qu'on fasse la promotion sur les réseaux sociaux et tu vois et Facebook Ads etc où les gens se disent ok le site il ressemble à quelque chose, c'est une vraie marque parce qu'en fait il y a des vraies photos qui ont été shootées par eux, même si c'est pas extraordinaire, tu vois, ça fait le taf. Et ensuite effectivement c'est ce que je te disais, moi quand j'ai quitté ma précédente expérience, j'étais persuadé d'avoir en tête une façon de, tu vois, un levier pour générer les premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires sur le e-commerce. Et en fait tout simplement c'est de l'acquisition Facebook, Instagram et influenceurs. Tu vois, non, c'est vraiment lancé comme ça dès le début et sincèrement ça a fonctionné. On est passé vite de, tu vois, de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires en 3-4 mois grâce à ça. Ouais, ce qui fait quand même une belle croissance, ça. Tout de suite. En fait, vraiment en 3-4 mois, on a réussi à tenir ce truc. Alors, c'était beaucoup plus facile à l'époque. Les influenceurs étaient beaucoup moins chers. Ils fonctionnaient beaucoup mieux. L'acquisition Facebook, il y avait beaucoup moins de monde qui savait la faire. Donc, quand tu savais bien le faire, tu avais aussi, tu vois, un vrai avantage compétitif et concurrentiel à le faire. Donc, tu vois, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, on s'est lancé en se disant, moi, je pensais que j'avais un avantage compétitif sur la partie acquisition, marketing, tu vois, créer cette V1, et en même temps sur la partie produit, parce que j'avais quelqu'un qui avait aussi, tu vois, qui a pas perdu du temps pour faire du sourcing, trouver des produits, trouver les fournisseurs quand il a fallu, tu vois, commander 3000 ou lunettes est passé à 30 000, tu vois, sur une commande, ça s'est fait aussi tout de suite. Donc, tu vois, on avait un peu ces éléments-là qui ont fait notre force. Au début, en tout cas. Je me rends pas compte parce que ouais, tu dis que les influenceurs étaient moins chers, qu'ils fonctionnaient mieux et tout. J'ai du mal à me projeter 6 ans en arrière, en tout cas sur cet aspect-là. On était où en gros du marché de l'influence il y a 6 ans? Tout début quoi. Ouais, en fait moi je l'ai vu s'ouvrir quand j'ai quitté donc ma précédente expérience, donc c'était un e-commerce qui s'appelait Rad, qui était vraiment une marque de social commerce, et en fait je l'ai vraiment vu à la fin de cette expérience où ça commençait à arriver très très fort, tu vois, nous on avait commencé à le faire là-bas, et donc quand j'ai lancé avec Ellie le petit lunetier sur la partie tu vois trafic, on s'est lancé comme ça, et à l'époque tu vois les gens étaient payés parfois à la performance, au code promo qui était fait, si tu veux ça pouvait être des tarifs. En fait, je peux même pas te donner de base de comparaison parce que c'était un marché qui était naissant, mais tu pourrais te dire que tu payais 10 fois moins cher des gens, tu vois, qui sont aujourd'hui sont très célèbres, mais c'est normal, hein. Et parfois, ils fonctionnaient aussi bien qu'aujourd'hui, voire mieux, parce qu'en fait, aujourd'hui, le marché, on pourra en reparler. On est en train, pas d'en sortir, mais de le faire totalement différemment. Le code promo, tu vois, où tu donnes à un influx un produit et ça marchait, c'est totalement fini depuis 1 an ou 2. Ça fonctionne plus, ça rapporte plus d'argent, ça coûte beaucoup trop cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché a été sursaturé par toutes les marques et par tous les influenceurs. Donc, tu vois, il est allé très vite ce marché, mais à l'époque, je vais pas te dire que c'était magique, mais quasiment. Tu dis que vous êtes en train d'en sortir petit à petit. Vous êtes en train de sortir de ce modèle-là ou vous êtes en train de sortir du modèle d'acquisition via l'influence ? Bah, en fait, je pense que autant il y a 6-7 ans, tu pouvais te dire, ouais, c'est facile, je vais lancer ma marque et faire les 5 ou 10 premiers millions. Et je dis pas qu'on l'a fait, hein. En te disant, on va scaler, ce que tout le monde aime dire, scaler Facebook Ads et les influenceurs. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu penses que tous les mecs qui se lancent, ils font du multicanal, ils veulent être en retail, ils veulent être vendus, ils veulent un réseau de magasins parce qu'en fait, ça coûte trop cher, il n'y a pas la rentabilité, il y a trop de monde, il faut se battre comme un fou pour faire du contenu un peu sympa et qui en plus aura une visibilité, tu vois, complètement dégueulasse.
glace, tu vois, ça c'est la réalité du e-commerce aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui, la stratégie c'est de développer la marque, tu vois, que ce soit par les magasins, par le contenu, par les événements. Mais je peux pas dire aujourd'hui c'est de faire all-in sur Facebook, sur les influx, sur TikTok, tu vois, ça fonctionne plus de toute façon. Non, bon, de toute façon, la stratégie du all-in, quand tu commences à avoir créé un peu quelque chose, c'est quand même toujours un peu risqué. Mais il y a 7-8 ans, sincèrement, il y a 7-8 ans, toutes les marques de e-com qui se lançaient, et encore, tu vois, il y a 4-5 ans, elles se disaient, OK, notre modèle, c'est, on a un truc qui fonctionne, et en fait, on va scaler via Facebook Ads, tu vois, ou via les influenceurs. Aujourd'hui, je pense que tu le fais, c'est hyper important, ça fait partie de ta stratégie, mais en fait, tu vas scaler, mais tu vas peut-être dépenser 20 millions et faire 10 millions de chiffre d'affaires, tu vois ce que je veux dire, ça fonctionne pas. Et puis le e-com, en fait, si t'es pas rentable, tu le sauras jamais. Donc de toute façon, voilà. Et ça, les investisseurs le savent bien. Et tu vois, tu deviens pas rentable par miracle en e-commerce de toute façon. Oui, tu l'es presque day one. Enfin, il y a peu de probabilité que si ton modèle est pas viable aujourd'hui, il le soit demain. Sauf à avoir un coût drastique, enfin un coût de matière première ou de produit, un coût de production qui va baisser au volume. Mais ce qui est quand même hyper rare, quoi. Ouais, et puis sincèrement, c'est un truc, tu vois, qui est hyper intéressant, sur lequel tous les investisseurs ont plongé il y a 10 ans, c'est que en e-commerce, le coût marginal pour un nouveau client, plus tu montes, plus il est élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va toujours falloir acheter un produit, il va toujours falloir le traiter en termes de logistique, donc il faut que tu le payes. Potentiellement, tu vois, si on dit que sur 100 commandes, ça te fait une trentaine de tickets. Donc ensuite, tu vois, il faut embaucher des gens pour la logistique. Donc en fait, il n'y a pas, contrairement au logiciel, tu vois, de coût marginal où un client suivant, tu vois, te coûte rien. Il y a toujours un produit, il y a toujours un SAV, il y a toujours un retour, il y a toujours une expédition à traiter. Et tu dis qu'en fait, oui, tu vas gagner un peu sur les volumes, mais en fait, personne ne réduit ses coûts de 90%, même en faisant x10 sur ses volumes. Parce qu'en fait, certes, tu vas baisser tes coûts, mais regarde ce qui se passe depuis 2-3 ans entre la crise du transport, la crise du Covid, le coût des marchandises, tu vois, a explosé. Le coût du transport que te refacturent les compagnies de transport, tu vois, a explosé. Donc, au contraire, tu es assis sur une poudrière où tout coûte toujours plus cher. Les salaires de tes personnels, enfin tu vois, il y a une inflation terrible. Donc en fait, se dire oui, ok, demain j'en vendrai 3 fois plus, donc le produit il va plus me coûter 25%, mais 5%, ça c'est impossible, tu vois. En fait, tu vas peut-être gratter 3 points sur tes achats de stock, mais en même temps, lui, ton fournisseur, il s'est fait éclater par plein d'autres trucs. Donc il te le répercute sur tes... Enfin tu vois, donc ce modèle de je vais baisser les coûts parce que je vais faire 10 fois plus de volume, peut-être, mais ça va pas changer ta rentabilité, bien au contraire, tu vas devoir te structurer, prendre du monde, embaucher des gens pour faire durer ton business. Donc en fait, c'est qu'un business où les coûts augmentent. Enfin, tous les mecs qui vendent des produits savent que depuis 2 ou 3 ans, entre les coûts de transport, les coûts de bateau, les coûts d'avion, les coûts de marchandises, peu importe où tu le fais, hein, encore plus si tu le fais en Asie, parce que les coûts de transport, tu vois, sont délirants. Tu te fais massacrer ta marge parce qu'elle part dans des avions ou dans des bateaux ou dans le fait qu'il n'y ait plus d'énergie en Chine. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Oui, oui, non, c'est clair. Enfin, les 2 ou 3 dernières années nous ont quand même bien montré que, enfin, voilà, entre le Covid, la guerre et tout ce qu'on a connu, elle nous a bien montré que la situation mondiale, géopolitique, peut avoir une incidence très forte. Et puis sincèrement, au-delà des crises, le problème c'est que ça crée comment dire, des problématiques qui sont durables. Tu vois, le canal de Suez, le bateau qui a été bloqué, ça a foutu la merde ça fout encore la merde. Tu rajoutes à ça, tu vois, tu peux regarder, il y a des maps interactives où tu vois le port de Los Angeles, le port de Shanghai, les bateaux qui attendent de débarquer. Enfin, tu te dis, quand tu reçois ta marchandise, t'es heureux, tu vois ce que je veux dire? Tellement c'est des nœuds et en fait, il y a pas, enfin, aujourd'hui, tu peux te dire de façon très certaine qu'il y a 2 ou 3 ans où de toute façon, ça sert à rien de te faire des idées sur le fait que tu vas réduire tes coûts de marchandises, machin. L'énergie coûte cher, le transport coûte cher. Il y a des pénuries partout. Donc, en gros, tu es juste condamné à subir 10 à 20% d'augmentation de tes coûts. De toute façon. Donc, du coup, à toi d'être smart sur comment tu vas aller chercher ton acquisition pour gratter de la marge à ces niveaux-là, quoi. Ouais, mais tu sais que l'acquisition, que ce soit Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, enfin tout le monde s'en plaint dans les e-commerce, elle est beaucoup plus chère. Tu vois, c'est la vérité. Entre iOS 14 qui a perturbé le suivi de... Donc en fait, tu vois, il faut être, je vais pas dire serein par rapport à ça, mais si tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'en fait la stratégie j'avais un produit que j'importais de Chine sur lequel je pense que je vais réduire mes coûts de 20% et qu'en fait je vais scaler sur Facebook. Quand tu comprends ça, en fait, c'est intenable, tu vois, parce que tes coûts de scale enfin, tu vois, plus tu veux faire du volume sur Facebook, plus ça te coûte cher par unité. C'est comme ça. Donc il faut être meilleur. Et donc en fait, on en parle, mais il faut être meilleur, tu vois, sur le réachat. C'est ce sur quoi tout le monde mise. Il faut être meilleur, tu vois, sur
sur les gens qui viennent sur ton site. On parle beaucoup de zéro partie, en fait. C'est faire des questionnaires. Par exemple, nous, on fait choisis ta lunette, tu vois, comme ça, on récupère un email et puis derrière, tu les recibles en emailing. C'est pour ça que tu as des softwares comme Klaviyo qui ont énormément la cote aujourd'hui, parce qu'en fait, tu gardes l'email, tu essayes de recibler les gens, ça te permet d'apporter de la valeur, tu vois, en réachat, etc. Donc, tu vois, rétention, fidélisation, essayer de convertir des gens via de l'email, parce qu'en fait, et la valeur, le average order value, tu vois, le panier moyen, ça, c'est les leviers sur lesquels tous les e-commerçants sont comme des fous depuis 2 ou 3 ans. Mais en fait, c'est parce qu'on a été mal habitués. Dans le commerce, tu penses qu'à ça de base. En fait, les mecs qui font du commerce, ils pensent qu'à améliorer leur panier moyen. Tu vois, c'est leur KPI ou leur indicateur principal. C'est juste qu'en e-com, les mecs, ils croyaient pendant 10 ans qu'ils allaient scaler Facebook Ads, tu vois, et monter jusqu'en haut des arbres, et ils s'en foutaient. Maintenant qu'ils ont compris que les boîtes vont pas tenir un an s'ils font comme ça, bah, tout le monde essaye de mieux convertir, de mettre de la valeur, de la rétention, de la fidélisation. Travailler sur ta LTV aujourd'hui, c'est devenu nécessaire, quoi. Ouais, ou en tout cas que tu essayes de le faire revenir, ou que tu as un modèle ou qu'il soit satisfait. Donc nous, tu vois, on a fait beaucoup d'améliorations et on continue d'en faire. Mais je suis très sincère, la situation étant beaucoup plus difficile en e-commerce, en acquisition, etc., tu te prends des baffes dans la gueule, excuse-moi pour l'expression, tu vois, quand tu vois ce que ça te coûte et les volumes que tu fais par rapport à avant, et ça te met un gros coup de pied au derrière pour faire beaucoup mieux sur ta base existante. Et à la limite, en fait, c'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain de travailler la satisfaction, le NPS, le réachat, tes produits pour durer. Nous, on a la chance d'être arrivé à un moment donné où on a pu être connu et reconnu, et donc tu vois, d'avoir développé un réseau, et donc tu vois, de pouvoir montrer ce qu'on fait à des gens. Mais aujourd'hui, tu as des gens, ils se lancent, tout est cher, c'est compliqué. Tu vois, quand tu te lances, je pense que c'est beaucoup plus dur de se lancer maintenant qu'il y a 5 ou 6 ans. Là, j'essaye de dissuader tous les mecs qui vont écouter de se lancer, mais pas du tout. En fait, c'est qu'il faut juste que tu aies une stratégie où tu sois beaucoup plus fort d'entrée de jeu. Tu peux moins tâtonner parce que ça va moins fonctionner, quoi. Oui, il va falloir tout de suite trouver un avantage, ou en tout cas trouver un levier qui sera pas celui de Facebook, ou en tout cas sera plus la machine à cash que ça a été, quoi. Ouais, sachant que Insta, tu vois, même organique Insta, aujourd'hui, il n'y en a plus de la visibilité, il y en a très peu. Tout le monde s'en plaint, les créateurs de contenu comme les marques. En fait, tu fais un truc, mais c'est terrible, tu vois. Donc aujourd'hui, les gens se mettent beaucoup sur TikTok. Nous aussi, on essaye parce que tu as de l'organique. Mais tu vois, c'est nécessaire pour construire une marque, mais c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, il faut être bon sur plein de leviers. Et je pense que c'est pour ça que je te disais, les mecs qui se lancent aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent être bons sur un contenu de qualité, sur un produit de qualité, ils doivent être bons pour travailler leur base, ils doivent être bons pour être potentiellement en magasin, ils doivent être bons, tu vois, sur le contenu qu'ils proposent sur leur Insta ou sur leur site. Enfin, pour être bon là-dessus, ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent aussi, tu vois. Nous, on peut le faire parce qu'on est beaucoup et qu'on a mis 6 ans à apprendre à le faire et qu'on a eu les moyens de le faire. Mais tu te lances et il faut faire tout ça bien, donc faut bien choisir son truc, tu vois. J'interromps cet échange 2 petites secondes pour te rappeler que si ce contenu te plaît, tu peux penser à t'abonner si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ou à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus intéressants, alors merci à toi de prendre le temps. Allez, je te laisse avec la suite. Et du coup, ça me permet d'aborder un sujet quand même qui est intéressant dans l'histoire du petit lunetier. Aujourd'hui, c'est clair, on le voit de plus en plus, dès que tu montes une belle DNVB, le step après avoir vendu un peu en ligne, c'est tout de suite être distribué chez Monoprix, en pharmacie, selon ta verticale, mais exactement dans les secteurs retail. On voit quelques marques monter des boutiques en propre aujourd'hui, ce qui est déjà plus rare. Vous l'avez fait très tôt, puisque vous êtes à 11 boutiques aujourd'hui. Vous êtes arrivé très tôt, en fait, sur du magasin physique tradi à l'ancienne, quoi. Nous, on a une chance là-dedans, tu vois, c'est que on fait de l'optique. Il y a un remboursement, tu vois, mutuelle et sécurité sociale qui existe quand tu as un magasin, un opticien et tout un tas d'autres conditions. Et donc, en fait, ça nous a un peu forcé à le faire en se disant, les gens, t'avais plein de clients qui achetaient pas parce que ils veulent pas mettre 200 € dans une paire qu'ils pourront pas essayer ou sur lesquelles ils ont pas eu le conseil d'un opticien. Et donc, en fait, je vais pas te dire que c'était naturel, mais quand tu développes une marque et qu'à la fin ton but c'est juste de faire une marque qui va durer 5 ans de plus, parce que tu vois que tes coûts d'acquisition, e-commerce, etc. sont chers, tu te dis, au lieu de mettre 100 000 € par mois sur des influx ou du Facebook Ads, est-ce que ça va pas juste me coûter le même prix pour un mois d'ouvrir un magasin, de recruter, tu vois, du personnel et de voir ce que ça donne. Et donc, tu vois, nous, on l'a fait parce que ça nous permettait évidemment de proposer le remboursement mutuel sécurité sociale en magasin, mais ça nous permettait aussi, tu vois, de juste se dire, est-ce qu'il y a un modèle ? Donc, on l'a fait, ça a fonctionné. Donc, tu vois, moi, dans notre sens, c'était beaucoup plus évident. Maintenant, demain, tu vends des crèmes, tu vends des vêtements, tu vends des trucs comme ça. Je pense que c'est très bien. Autant nous, tu vois, on s'est dit un jour, il y aura peut-être 50 ou 80% de notre chiffre qui passera via des magasins, et j'en suis aujourd'hui assez persuadé.
Autant, tu vois, si tu as un e-com de vêtements, tu vois, je pense à un Cézanne, à un Horace, à un truc comme ça, je suis pas persuadé, c'est très bien ce qu'ils font, d'ailleurs les points de vente sont vraiment beaux, etc. Je suis pas persuadé que, tu vois, ça soit à la martingale. Nous, on est persuadé que c'est notre levier principal de développement aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est lié au marché, c'est lié à la façon dont les gens ont l'habitude de consommer le produit, et puis c'est lié à ta crédibilité aussi. Ah, mais c'est vrai que vous avez forcément enfin, un écho de marché qui est un peu différent, enfin, un peu particulier, justement dû au remboursement sécurité sociale et mutuelle. Vous mesurez, ça c'est une vraie question que j'ai, vous mesurez le taux de conversion en boutique justement? En fait, c'est un truc que tous les magasins ont en général, c'est que tu as, un compteur de visite. Donc, en fait, tu sais ton foot, ce qu'on appelle ton foot trafic en magasin, puis tu le mets par rapport à ton nombre d'acheteurs. En fait, c'est encore une fois, c'est un truc qui va être très variable en fonction d'un magasin à l'autre. Tu as des magasins qui sont en plein centre-ville et donc ont un trafic vraiment de gens qui se promènent. Et puis, tu as des gens qui sont moins bien placés où c'est 80%, c'est des gens qui viennent et qui connaissent la marque. Tu vois, nous, on a toujours eu les deux. Et donc, au début, on avait un magasin, tu vois, qui était pas loin de là où j'habitais moi, qui était 95% de la destination. C'est-à-dire que les gens qui venaient nous voir, c'est des gens qui connaissaient la marque. Et donc, forcément, que tu avais 20-25% de conversion là-dedans. Maintenant, tu te mets dans un magasin de centre-ville ou de centre-co. En général, les mecs font 10, enfin, je sais pas, tu vois, mais c'est peut-être 10%, 15%. C'est pas comparable, en fait. Mais oui, en général, quelqu'un qui rentre en magasin, il achète 4 ou 5 fois plus que s'il est sur ton site internet. Parce que de base, s'il est venu te déplacer dans ton magasin et qu'il connaissait ta marque, il venait aussi pour acheter. Sur la partie remboursement, justement, parce que c'est quand même l'un des gros points qui vous différencie de tout un tas d'autres marques e-com telles qu'on pourrait l'imaginer, c'est quand même cet aspect santé, parce que du coup, enfin, vous êtes affilié à la sécurité sociale avec des remboursements et avec tout ce que ça induit avec. Exactement, ouais. Côté, on aurait tendance à se dire que c'est un avantage, parce que quand le client est remboursé de ton produit, on a tendance à imaginer que le passage à l'achat est sûrement plus facile. Mais d'un autre côté, j'ose imaginer qu'il doit y avoir un certain nombre de barrières à l'entrée qui doivent pas être évidentes à surmonter. Comment ça se passe aujourd'hui quand on veut entreprendre comme ça dans un marché qui est régulé et quand il faut dialoguer avec la sécurité sociale et les organes administratifs de notre pays? Parce que ça doit être un peu sympa, je pense. Ouais, en fait, c'est compliqué, pas compliqué. En fait, c'est pas compliqué parce qu'en fait, il y a des règles assez simples pour être agréé mutuelle et sécurité sociale. Il faut un point de vente et un opticien diplômé, en gros. Donc moi j'ai la chance d'évoluer avec un fondateur qui lui est opticien, donc tu vois qui a toujours évolué dans ce milieu et donc pour nous tu vois ça a toujours été naturel. Donc en fait quand tu montes un point de vente, eh ben il faut nécessairement engager un ou plusieurs opticiens. Donc nous tous nos responsables sont des opticiens, tous nos collaborateurs sont des opticiens. Voilà. Donc en fait en gros le plus difficile c'est ça. Après effectivement il y a toute la partie administrative qui en fait est un peu plus lourde, un peu plus pénible que plein d'autres choses, tu vois, il y a plein de points réglementaires parce que tu émets des feuilles de soins, des factures acquittées qui sont envoyées aux mutuelles. Nous, on fait pas de tiers payant pour information, tu vois, on a décidé de pas le faire. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est pas d'aller demander l'argent à la mutuelle, c'est le client qui nous paye. Donc, tu vois, les gens ont aussi l'habitude de pas payer quand ils achètent des lunettes. Mais tu as d'autres marques qui le font aujourd'hui, auxquelles je pense, tu vois, de nos compétiteurs et qui ne font pas le tiers payant non plus et chez qui ça fonctionne. Donc c'est pas si compliqué. Après, bah écoute, il faut investir pour avoir un point de vente, pour avoir du personnel qui a une qualification et donc qui a un coût. Tu vois, c'est pas juste des vendeurs simples que tu mets. Tu vois, c'est pas la même chose. Effectivement, c'est un magasin d'optique. C'est pas un magasin où je vends des lunettes de soleil avec un vendeur qui est formé, moi, enfin tu vois, qui s'y connaît pas. C'est un opticien. On a, je sais pas, tu vois, faut qu'on compte, mais dans la société, on doit avoir, on a 17 ou 18 opticiens au total parce que tu en as entre 2 et 3 parfois par magasin. C'est la loi. Tu peux pas ouvrir. En fait, tu peux pas ouvrir si t'as pas d'opticien physiquement dans le point de vente. Tu vois. Et donc, ça veut dire que tu dois même t'organiser pour que s'il est absent ou s'il est en congé, il y ait quelqu'un. Donc, il faut que physiquement, tu vois, il y ait quelqu'un qui soit diplômé du BTS opticien lunetier. Donc, ça implique qu'en fait, tu aies des zones où tu en aies plusieurs, ou s'il y en a un par magasin, il soit remplacé en cas de vacances, en cas de congé, ou que tu fermes. Ce qui arrive aussi à cause de ça. Ouais, donc en vrai, techniquement, il t'en faut presque 2 par magasin si tu veux assurer un roulement quasi continu, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que c'est de l'investissement en fait d'ouvrir un magasin d'optique, l'investissement en temps, en personnel qualifié. Et puis au-delà de ça, très sincèrement, demain, tu as des clients, ils portent des lunettes depuis 10 ans. Si t'as pas un professionnel de santé qui les conseille,
t'as l'air d'un guignol, donc en fait ta marque elle est pas crédible sur ce que tu racontes, et c'est quand même notre but. Et puis surtout, il y a un moment donné, pour vendre, il faut savoir il faut savoir de ce dont on parle. Et donc le meilleur moyen, tu vois, de bien vendre un produit, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui sait parfaitement de quoi il parle. Si tu as quelqu'un qui s'y connaît pas, tu n'arriveras jamais à vendre des verres progressifs. Et tu vois, des verres progressifs, ça peut être des paniers à 400, 500, 600, 700 euros. Si tu as quelqu'un qui s'y connaît pas, tu feras jamais la vente. Donc de toute façon, c'est un marché où faut être expert ou avoir des gens en tout cas qui le sont. Sur cette partie conseil, ce qui m'interroge un peu plus, c'est justement comment tu fais pour réussir à déporter ce truc-là en ligne. Parce que j'imagine qu'il y a une relation assez intime des gens avec leurs lunettes. Enfin, c'est quelque chose qu'ils portent tous les jours, ils se voient dans le miroir avec. Enfin, j'imagine assez bien que c'est quand même quelque chose sur lequel il y a un affect particulier et qui est pas... Enfin, ils achètent pas des lunettes comme ils achètent un t-shirt, quoi. Et du coup, ce qui effectivement est 100% vrai en boutique, d'avoir le conseil de quelqu'un qui s'y connaît, etc. Comment tu arrives à déporter ça en ligne? Parce que j'imagine que la problématique c'est la même et que je me rappelle, je crois, alors je sais pas si c'est encore le cas parce que ça fait un moment, mais je me rappelle avoir vu un module chez vous d'essayage 3D. Ça, on l'a eu depuis day one, en fait. Ce truc-là, on l'a eu le premier jour. Le module aussi a énormément évolué. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, donc c'est ce que j'allais te dire. C'est compliqué. Là-dessus, tu as raison. Et donc, en fait, il faut rassurer le client. Lui, il a deux problématiques quand il achète à sa vue. C'est que, premièrement, il a peur que la lunette ne lui aille pas. Et c'est une problématique qui est plus aiguë que quand tu achètes juste une lunette de soleil où tu te dis je peux la retourner, etc. Quand c'est à ta vue, il y a un budget mutuel, les verres, non, on va pas les rembourser, etc. Donc tu vois, donc il y a ça. Et puis deuxièmement, il y a est-ce que je vais bien voir. Tu vois, c'est aussi bête que ça, mais quand tu vas chez l'opticien, il te reprend souvent ce qu'on appelle tes écarts pupillaires, les hauteurs, etc. Donc tu vois, il y a cette double problématique. Donc comment on fait? On a toujours eu l'essayage virtuel. Tu vois, on a un module aujourd'hui, on travaille avec une solution qui équipe tout le marché, qui s'appelle Fitting Box, qui fonctionne bien, qui marche bien, qui permet, tu vois, de faire des choses assez réalistes, etc. C'est pas parfait, mais pour le client aujourd'hui, on l'a développé de telle façon qu'aujourd'hui, tu vois, quand il fait un test sur notre site, c'est assez fun, c'est hyper ludique, ça marche bien, et en fait, tu t'aperçois que c'est énormément utilisé. Tu vois, on a des stats assez incroyables d'utilisation, mais on fait, je sais plus, tu vois, on fait des centaines, vraiment de milliers d'essayages. Un client, il va faire plusieurs essayages par mois. Virtuel évidemment. Donc ça, il y a ça. Et d'ailleurs, tu vois, quand on lance une collection, que les produits sont pas encore virtualisés, tu as tous les jours des mails pour te dire est-ce que vous allez virtualiser la nouvelle collection. Donc nous, on dit, tu vois, on dit oui, évidemment, ça prend du temps, mais en fait, tant que tu le fais pas, les gens te demandent, parce que ça les rassure sur l'essayage. Et en fait aussi derrière, alors on a développé un SAV qui est hyper performant quand même. Tu vois, maintenant les mecs bossent avec nous depuis plusieurs années. Tu vois, c'est pas juste des gens qui répondent à des emails, c'est des gens qui ont une vraie expertise sur le produit, sur les verres. Donc on conseille, on a testé plein de choses. Tu vois, on a testé du chat en avant-vente. Là, on a mis en place des devis. On va tester maintenant de l'accompagnement téléphonique parce qu'en fait, on le voit tous les jours, on est frustré de se dire, on est sûr qu'il y a des gens qui sont pas passés à l'achat parce qu'en fait, à un moment donné, mettre 200 € pour un truc où ils hésitent parce qu'ils ont une correction qui est importante, etc., tu sais que t'en rates. Donc tu vois, on essaie vraiment de les accompagner, on a des vidéos tutos pour régler les lunettes, on leur explique de toutes les façons, tu vois, comment s'y prendre. Et puis surtout, en fait, le meilleur levier, je pense, c'est le réseau de magasins où les gens peuvent aller, tu vois, faire un SAV, un remplacement, un réglage. Parce qu'en fait, le dernier point, tu vois, dont on a parlé, c'est quand tu commandes, faut que ça taille, faut que ça soit à ta vue. Et ensuite, normalement, des lunettes, faut les ajuster. Les ajuster, tu sais, c'est régler les plaquettes, régler les branches, c'est personnel. C'est en fonction de la morphologie de chacun. Et donc ça, évidemment, parfois t'envoies à des gens et t'es frustré toi parce qu'ils te renvoient, ils te disent ça me va pas. Ils t'envoient une photo et tu dis en fait c'est pas que ça vous va pas, c'est juste que les plaquettes sont pas du tout ajustées, donc forcément les lunettes tu vois remontent très haut sur le visage, ça fait une tête bizarre. Mais si le client le sait pas ou l'a pas fait, c'est de ta faute en fait, parce que c'est à toi de lui expliquer comment ça fonctionne. Lui il t'a donné son argent, il t'a fait confiance, à toi de lui donc tu vois, donc tout ça on l'explique en long, en large, en travers, mais il suffit pas juste de l'écrire sur ton site internet, il faut être hyper proactif. Donc tu vois, on met des chaînes d'emailing où quand les gens ont reçu leurs produits, on leur envoie, tu vois, tout un truc qui leur explique pour les régler, pour les machins. On fait aussi des types, on a travaillé les produits pour que ce soit des produits qui fonctionnent mieux pour tout le monde, où il y a moins de plaquettes, etc. Mais c'est compliqué. Honnêtement, c'est un sujet que tu as tous les jours. Chaque commande, tu sais que le problème, il est pas insoluble. Mais voilà, réseau de magasins, rassurance, un gros service, ça fonctionne. Et ou alors tu dis aux gens de pas commander à leur vue s'ils sont pas sûrs, tu leur fais essayer, tu vois, tu leur demandes d'essayer des montures. On a des solutions de paiement 3 fois sans frais ou pour payer après, etc. Oui, parce que du coup, évidemment, tu es sur de l'ultra sur mesure, donc une paire à la vue qui est livrée, par définition, elle est pas échangeable, pas remboursable. Enfin,
pour vous, je suppose qu'il y a une logistique derrière qui est compliquée, quoi. Exactement. Alors la monture, elle peut être reprise et échangée parce qu'en fait sur une monture potentiellement tu peux remonter des verres ou tu peux même mettre des verres solaires. Enfin tu vois, il y a la question des verres, donc tu vois sur lequel on le dit, on travaille, mais aujourd'hui tu pourrais avoir des marques qui vont te dire si ça vous va pas, nous on reprend pas pour un peu responsabiliser les gens. Et puis sincèrement, depuis le premier jour, on a essayé de faire des choses rentables et efficaces. Si demain tu dis aux gens de renvoyer parce que ça leur va pas, tu sais pas s'ils vont renvoyer parce qu'ils aiment pas ou si ça leur va pas. Donc tu peux pas le savoir. Donc on a pris ce pari-là qui est, tu vois, je l'entends, qui est pas un pari qui tu pourrais te dire dans la satisfaction client, c'est un choix, mais sincèrement, sinon pour le moment, ce serait intenable pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a le réseau de magasins, qu'on a plein d'autres choses pour les pousser avant d'acheter à leur vue. Voilà. C'est un problème qu'on a quand même pas mal réduit aujourd'hui, sincèrement. Mais de toute façon, je veux dire, il existera parce que même l'essayage est pas parfait. Tu vois, t'as des gens qui vont te dire, regardez, sur l'essayage ça donnait ça et en vrai ça donne ça. Oui, tu vois, c'est jamais parfait, c'est comme ça. Bon, c'est la complexité du modèle et la beauté de la logistique, tu vois, qu'on a construit derrière pour que ça soit efficace. Mais t'as parfaitement raison là-dessus, ça reste du sur-mesure. Et moi, sincèrement, je préfère envoyer un client en boutique quand ça l'a vu, si je pouvais, hein. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a 100% de satisfaction quand il est en magasin. Modulo, tu vois, les cas particuliers, etc. Parce qu'il peut pas se tromper. Il a essayé, il a vu le truc, il a essayé la lunette, il me dit pas, il me plaît pas, j'aime pas la forme, j'aime pas le truc. Tu vois, il l'a vu. Oui, c'est sûr que pour le coup, le réseau de boutiques qui sert le propos, quoi, évidemment. Ouais. Et donc, du coup, comment ça se passe vous mesurez le pourcentage de gens qui sont rentrés par les boutiques et qui, derrière, deviennent clients web? On pourrait, plutôt l'inverse aujourd'hui on fait, parce qu'en fait ça part aussi d'un constat sur tu vois, le commerce, enfin le business qu'on a, qui est que de toute façon en boutique, même quand c'est des boutiques de centre-ville, t'as une bonne partie des gens, tu vois, il y a des magasins c'est 70%, d'autres c'est peut-être que 50%, qui viennent par le site web, tu vois. Les gens ils nous connaissent des réseaux sociaux, de la publicité, d'Instagram, et donc en fait on le sait aujourd'hui, c'est empirique et à la fois c'est constaté quand on fait, tu vois, des sondages sur comment vous nous avez connus. Donc, tu vois, le truc, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui fait venir du monde en magasin, c'est en train de changer parce que les magasins s'installent, etc. Historiquement, c'est le trafic e-commerce, le trafic web, les influenceurs, la pub Facebook, le contenu Instagram qui fait venir les gens en magasin. Donc, on a plutôt mesuré l'inverse pour expliquer aux magasins, tu vois, quel était l'impact. Parce que eux aussi, parfois, vont te dire, ah ouais, le mec, il est venu essayer, ensuite, il a acheté en ligne avec un code promo ou un truc comme ça. C'est vrai, c'est complètement intelligible. Nous, on va plutôt mesurer l'inverse, tu vois, avec des trucs comme Klaviyo, en fait, où aujourd'hui, on va remonter les emails des clients en magasin. Tu vois, tu fais un peu comme ça, tu te dis, ah, t'as vu qu'il a fait un panier abandonné, ensuite qu'il a acheté là, ou t'as vu qu'il a fait un devis en ligne et il est venu dans telle boutique. Ça, on le mesure, on le voit. Ça permet aussi de mieux comprendre, tu vois, l'impact de ce qu'on fait sur le... En fait, on le sait que ce qu'on fait a un impact sur les magasins parce que quand on a ouvert un magasin et que tu avais 95% des gens qui sont venus du jour au lendemain, tu vois, dans la première boutique qu'on a ouverte, c'est pas parce que le magasin, ça faisait 6 mois qu'il existait que les gens le connaissaient. Donc, tu vois, on le sait factuellement. Après, à quel point, tu vois, aujourd'hui, ça impacte les choses, ça, tu peux le mesurer comme ça. On mesure moins le côté, il est venu en magasin et il a acheté en ligne. Ça existe aussi. Je pense que je dirais pas que c'est la majorité de nos clients. T'as des clients qui le font, qui vont essayer en magasin. C'est plutôt sur du sans correction, tu vois. Ils essayent en magasin, ils achètent en ligne parce qu'ils ont une OP, tu vois, promo, ils ont la livraison offerte. Et ils sont contents de pas s'être trompés. Tu vois, on sait que ça arrive parfois. Enfin, ça arrive de temps en temps, régulièrement, mais c'est pas grave, hein. Non, mais c'est surtout que j'essayais d'imaginer un peu la customer journey de ton client type, tu vois, d'essayer de voir un peu comment s'articulaient les différents points de contact que tu as avec lui au sein de l'écosystème, parce que pour le coup, effectivement, il y a un tel besoin de réassurance et on est sur des choses qui sont quand même, on est très loin de l'achat coup de cœur où tu vas, voilà, j'ajoute au panier, c'est chez moi en 2 jours et hop. Ça marche sur de la solaire, tu vois, de la lumière bleue sans correction. Sur de l'optique, effectivement, les gens attendent de récupérer leur budget mutuel, ils vont essayer, ils vont comparer, ils ont 200 ou 300 euros à mettre, donc ils vont aussi regarder, ils vont te comparer à d'autres marques, à des marques, tu vois, établies, à des marques, tu vois, classiques d'opticiens. Donc, évidemment, tu vois, à la vue, c'est long. Déjà, il faut qu'ils aient une nouvelle ordonnance chez l'ophtalmo, ça prend du temps. Et ensuite, il faut qu'ils se décident et qu'ils sortent l'argent. Et donc, ça aussi, c'est long. Tu pars du principe que les gens ont des points de contact partout. D'ailleurs, quand tu penses comme ça, en fait, on n'y est pas du tout aujourd'hui, mais tu te dis que potentiellement, quelqu'un qui a acheté à Toulouse, il a envie de rendre sa lunette à Montpellier, ou il a envie de la rendre en faisant un retour parce qu'il n'a pas envie de se redéplacer en boutique vu que c'est loin de chez lui. Tu vois, l'attente du client, tu la connais, elle est là. Aujourd'hui, je sais pas, les gens qui achètent chez Zara, ils commandent en ligne, ils rendent en boutique, ils reprennent en boutique derrière, ils renvoient. Tu vois,
c'est aussi simple à dire que difficile à faire. Tu le sais très bien parce que c'est extrêmement compliqué techniquement à mettre en place. Mais l'attente du client, elle est là, il a acheté là, il revend là, il veut être remboursé tout de suite, il veut pouvoir, parce que derrière, il va recommencer la semaine d'après, et peut-être, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais c'est clair qu'il y a un enjeu fou sur le croisement de ces canaux et d'offrir une expérience unifiée. Mais effectivement, la complexité derrière d'un point de vue logistique, pilotage de ton stock. Ouais, mais c'est le cas de tu prends toutes les marques en réseau de retail, les gens repèrent en ligne, que ce soit peu importe l'habillement, tu vois, la verticale, les gens qui vont en boutique, je sais pas, chez Sandro, chez Mage, ils ont tout regardé, ils ont regardé sur Insta avant, tu vois, ils ont vu les promos, enfin ils ont vu la collection en ligne, c'est comme ça. Hein. Euh, quand tu vas dans ces boutiques, c'est assez intéressant. Tu vois, moi, te raconter ma vie, mais tu vois, j'étais chez Aigle, je voulais acheter des bottes à ma fille avec ma femme. Elle compare tout, tu vois, c'est la vraie, comme beaucoup de gens, tu vois, elle les a vus en magasin, en même temps, elle les voit en boutique, mais elle les a vus en ligne, en même temps, elle les voit en ligne, tu vois, 10 € moins cher, donc tu le dis au mec, il te dit, attendez, je peux vous faire la commande web, tu vois ce que je veux dire? Mais il te dit, mais je l'aurai que demain, tu dis, bon, bah, si je l'ai que demain et que je dois revenir, je vais la commander en ligne, mais tu vois, c'est ça l'expérience du client aujourd'hui. Oui, ouais, c'est quelque chose de très transversal et où tous les canaux, de toute façon, doivent et devront être de plus en plus cohérents et de plus en plus liés entre eux. Et... Nous, on le voit, tu sais, ils t'achètent en ligne, ils t'écrivent sur Instagram parce qu'ils ont un problème, ou ils écrivent à ton service client, ou alors ils ont acheté en ligne et du coup, ils veulent aller la changer dans la boutique à côté de chez eux. Soit tu dis non parce qu'en fait, ça te fait un peu chier, que c'est compliqué, que ça perturbe tes process, mais le client, tu t'es en train de lui... Enfin, tu vois, il est pas content, tu lui simplifies pas la vie. Soit tu dis oui, mais derrière, il faut que tu sois très solide informatiquement parlant, que t'aies tu vois, ou alors tu te bidouilles un peu à la main, ce qui est souvent le cas aussi, hein, tu vois. Mais faut partir du principe que ton client, il a acheté en ligne alors qu'il habite à 500 mètres de la boutique, et au moment de faire le retour, parce que ça va lui coûter un peu d'argent ou qu'il a pas envie de se déplacer à la poste et que c'est compliqué, il a envie d'aller la rendre à côté de chez lui. Oui, oui, non, mais c'est déjà. Et ce qui est bon, ce qui est possible quand tu as ton réseau de boutiques en propre, ce qui se complexifie encore plus pour les marques qui sont distribuées. Quoi. Surtout en termes d'expérience. Mais même ça, hein, sérieusement, c'est déjà pas si simple parce que il faut qu'au niveau de ton réseau, tu sois capable de donner un message clair sur ce que tu fais, sur ce que tu fais pas. C'est des opérations qui sont simples pour les gens qui s'en occupent au siège, mais en boutique, les mecs, si tu leur as pas expliqué, ils peuvent ne pas comprendre. Et puis, une opération, plus une autre, plus un cas particulier, faut être sûr que derrière, tout le monde soit bien formé, bien aligné et bien compris. Et quand parfois, tu vois, tu te manges dans la tête un client qui te dit, ah ben en fait, je suis allé là, il m'a pas fait ça, et toi, tu te dis, ah bah zut, il aurait dû lui faire. Mais en fait, tu comprends juste que tu as donné un message qui était complètement brouillé à ton réseau, et que les mecs, s'ils l'ont pas fait, c'est pas qu'ils ont pas voulu, c'est juste qu'en fait, ils ont cru que tu as dit autre chose. Et donc, ça aussi, tu vois, mine de rien, c'est un enjeu de bien former ton réseau et d'accepter, parce qu'ils ont pas fait l'avant. Donc, il faut qu'ils fassent le SAV sur ta cliente, sur ton client e-commerce, tu vois. Voilà. Parce que du coup, ça m'intéresse, ça fait une belle transition sur la partie justement communication, management, etc. Tu disais tout à l'heure que vous aviez jamais levé de fonds, que vous aviez jamais emprunté d'argent. Enfin, si je comprends bien, vous avez frappé de la dette. Ouais, enfin, très transparent, on n'a jamais levé d'argent, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait des gens qui ont investi dans la boîte et qui ont mis de l'argent depuis le début. Hein, on a commencé, on a mis 3 000 € chacun et on a fait quelques ventes, tu vois, on a fait le shooting et ça a fonctionné comme ça. On a juste du financement qui est bancaire, qui est lié au magasin, parce qu'ouvrir un point de vente, ça coûte très cher à la fois sur le pas de porte et les travaux et tous les frais annexes d'agence, tu vois, de bail ou de baux, etc. Donc ça coûte beaucoup d'argent, donc sur lequel on le fait financer. Mais en fait, c'est du financement bancaire assez simple, voilà. C'est quand même déjà assez rare, de plus en plus en tout cas, dans l'écosystème actuel. Aujourd'hui, vous êtes combien de salariés? Enfin, ça représente combien de personnes, le Petit Lunetier, pour qu'on puisse se rendre compte un peu de la taille que vous avez atteint? Alors au siège, on est une bonne dizaine. Tu vois, modulo, peut-être un ou deux alternants ou une ou deux personnes, mais on est en gros 12-13. Sachant qu'en fait, on fait aussi toute la logistique au siège. Donc en fait, tu as la moitié de ces personnes-là qui vont être impliquées opérationnellement, dont moi par exemple. Tu vois, on va être impliqué au quotidien sur l'opérationnel. On a un monteur, on a un architecte, on a 3 personnes aux opérations qui sont impliquées là-dessus. Et puis ensuite, par magasin, en gros, les magasins vont de 2 à 3 ou 4 personnes. Voilà. Donc tu fais le calcul, on est à peu près, je sais jamais d'ailleurs, mais on est entre 35 et 40. Vu que c'est dans l'actualité, tu vois,
peu de personnes en stage. En général, ça va être plus non, mais tu vois, on a plutôt des personnes en marketing, parce qu'en fait, ça va être sur des tâches tu vois, sur lesquelles on peut faire tout de suite monter quelqu'un en compétence. Mais tu vois, au début, quand tu montes une marque et que t'as pas beaucoup de moyens, tu vas forcément vouloir. À l'époque, il y avait pas l'aide sur l'alternance, etc. Donc c'est un investissement, tu vois, qui est plus important. Mais quand tu veux prendre sur des choses aussi importantes que tes opérations ou ton service client des gens en stage, même s'ils sont très bien, que tu prends le temps de les former, que tu les fais pas bosser 80 heures par semaine, tu vois, très sérieusement, recommencer tous les 5 à 6 mois à former quelqu'un, c'est pas tenable. Donc en fait, nous, à l'inverse, on a des gens qui font des alternances de 2-3 ans avec nous et qui finissent derrière toujours en temps plein, parce que entre reformer quelqu'un de zéro et tu vois, par rapport à des gens, tu vois, qui ont une vraie expertise, un vrai confort, c'est ce qui permet aussi, tu vois, de bouger, de partir en vacances, d'avoir tu vois, des bases solides, que la société tourne, parce qu'il y a des gens, tu vois, qui tiennent leur rôle et qui sont experts dans ce qu'ils font. Voilà. Donc on est à peu près ça. Et puis en magasin, tu vas avoir en général, pareil, tu vois, un responsable, donc un opticien, un collaborateur opticien, et puis en général, on va avoir un vendeur ou un alternant en optique. J'avoue que nous, c'est le parti pris qu'on a pris aussi ici chez Louus, où on forme des gens. Donc on va les chercher en alternance, en général sur 1 an ou 2, et derrière, si ça fait le taf, on les recrute. Parce que c'est tellement plus confortable d'avoir le temps de les former, alors qui plus est, en plus, aujourd'hui, les aides à l'alternance. Et du coup, voilà, tu arrives avec quelqu'un à qui que tu as fait monter en compétences sur 1 an ou 2 et qui est prêt à travailler day one. C'est quand même hyper confortable et hyper intéressant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, les gens qui changent de stagiaire tous les 3 à 6 mois ne savent sûrement pas ce que c'est que de prendre le temps de former une personne en stage. Parce que il faut prendre le temps de lui montrer pour qu'elle monte en compétences. On peut pas être performant sur un job en fait en 2 semaines, ou alors c'est que le job a pas tellement une valeur ajoutée importante. Et donc nous on a, enfin encore plus effectivement avec le modèle d'aide. En fait, le modèle l'optique a toujours fonctionné sur l'alternance. Tu sais, ça a toujours existé. Donc ça, on l'a toujours fait en magasin. On en a toujours eu au siège, mais c'est vrai que là, franchement, les gens ne réalisent pas à quel point l'État fait un cadeau, mais vraiment, tu vois, offre, enfin, c'est de l'or, tu vois, pour les entrepreneurs, de te dire aujourd'hui, une grosse partie de la formation est prise en charge, une grosse partie de la rémunération, et puis en fait, faut pas compter parce que tu as gagné 50 balles parce que tu as pris un stagiaire. Je peux le comprendre au tout début, quand ça fait 3 mois que tu t'es lancé, mais si tu as une boîte qui a 3 ans, avoir des gens sur lesquels tu peux t'appuyer, tu vois, qui ont de l'expertise, qui vont être bons dans leur job, c'est-à-dire sur lesquels ils vont devenir meilleurs que toi, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont là et tu vas les embaucher. Enfin, ça a une valeur c'est comme ça qu'on crée une boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en changeant tous les 6 mois des gens que tu as mal considérés. Donc c'est hyper important. Et puis si t'es pas sûr si t'hésites à embaucher quelqu'un, tu prends quelqu'un 1 an en alternance. De toute façon, il faut quelques mois pour voir le potentiel d'une personne. Enfin, voilà, c'est un no-brainer, tu vois, aujourd'hui, et c'est un cadeau en or, je trouve, que l'État fait, que j'espère qu'il va continuer à faire, c'est-à-dire en continuant à subventionner. Mais c'est magnifique parce que les étudiants ont beaucoup plus trouvé d'alternance, donc eux-mêmes sont beaucoup plus formés et beaucoup plus matures ensuite quand ils arrivent sur le marché du travail. Enfin, je pense que ce qui se passe est sans équivalent, quoi. Moi, je trouve que vraiment à tous les points de vue, pour nous en tant qu'entrepreneurs, mais aussi pour eux en tant qu'étudiants, effectivement, avoir un contact avec le milieu pro, c'est une chose, avoir une rémunération aussi, parce que, on est quand même dans une période où, tu vois, on l'a vu avec la crise du Covid, des étudiants qui ont vraiment du mal à aller boucler les fins de mois, qui se retrouvent à faire des jobs alimentaires qui sont pas valorisants et qui n'apporteront pas grand chose à leur CV, si ce n'est la preuve d'une volonté de faire. Mais quand tu peux croiser ça avec une montée en compétences et la valorisation de tes compétences professionnelles, c'est quand même aussi autre chose. Et je trouve que c'est hyper gratifiant aussi, d'un point de vue hyper perso, mais de faire monter quelqu'un en compétences et de te dire, bon, ok, on va avoir quelqu'un avec nous 1 an ou 2 et il sera meilleur à la fin quand il va repartir. Et si on peut, on va le garder, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en plus, c'est vrai que la personne, ça lui permet tu vois, une certaine forme d'indépendance, ou mettre de côté, ou d'avoir un appart, même quand tu habites à Paris. T'as raison, ça met aussi les gens dans d'excellentes conditions, enfin, dans des meilleures conditions pour travailler, que quand tu es étudiant, que tu es en stage, où c'est moins bien payé, donc en fait, il faut te loger. L'indemnité, tu vois, va à peine couvrir parfois ce que tu utilises pour te loger. Moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais plus jeune, tu vois, sur tes premiers stages. Donc, t'as raison, et à la fin, les gens sont plus épanouis, ça bosse mieux. Les conditions pour que, tu vois, les personnes travaillent bien et soient épanouies, elles sont réunies. Et c'est vraiment un cadeau, tu vois. Et donc en ce moment, on essaye de faire en sorte d'être sûr qu'on recrute bien nos alternants, parce qu'on ne sait pas si la l'offre va être renouvelée. Mais
je pense que là où ça a fonctionné, c'est que quand bien même il n'y aura plus l'aide, je reste persuadé qu'on aura du mal à revenir en arrière. C'est-à-dire que après, voilà, les situations économiques parfois sont différentes, mais en fait, le truc a fonctionné dans le sens où ça te montre que ça apporte une telle valeur à la boîte que même s'il n'y a pas l'aide, je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile pour nous de revenir en arrière parce que ça apporte une valeur à la société, à l'entreprise, tu vois, dans son développement, dans sa stabilité, dans ses ressources, qui est vraiment forte. Je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins à fond là-dessus. On va arriver dans la dernière partie un peu de cette discussion. Ce qui m'intéresse pour conclure un peu, c'est de savoir un peu comment toi tu te positionnes pour le futur en tant qu'entrepreneur. Ça fait une belle transition, une belle passerelle. Comment tu vois un peu l'avenir à la fois du petit métier, mais aussi l'avenir à toi perso? Est-ce que tu as des ambitions je sais pas, de diversification? Est-ce que tu as envie d'investir dans d'autres boîtes? Est-ce que tu investis déjà dans d'autres boîtes? Enfin, comment tu vois un peu les choses pour toi à 5-10 ans? Enfin, soyons, si on imagine rêver un peu grand. Donc nous, on a vraiment une idée, un développement de la société qui est que on est maintenant persuadé qu'on va ouvrir énormément, tu vois, de points de vente. Aujourd'hui, on est à 11, on en a encore quand même quelques-uns qui doivent sortir d'ici quelques semaines. Le but aujourd'hui, tu vois, sur les 3 à 5 prochaines années, c'est vraiment d'aller étendre notre réseau. Facile à dire, moins facile à faire. Faut quand même aller vérifier que il y a de l'intérêt quand tu t'installes, par exemple, je sais pas, tu vois, dans des corners de Sandco ou dans certaines villes. Mais on va dire que on pense qu'il y a un intérêt, et puis le jour où on arrive à valider cet intérêt, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tu vends, tu fais du chiffre, et là, on va, tu vois, se dire, bah, on va en ouvrir 10, 15, 20, tu vois, corner de Sandco ou 20, tu vois, zone commerciale. Donc aujourd'hui, il est là, tu vois, le focus de la boîte. Et en fait, ce focus, il est double. Il est à la fois sur l'extension, donc tu vois, retail, et en même temps continuer à construire une marque, parce qu'en fait, ça, c'est ton, tu vois, c'est ton asset intangible. C'est-à-dire que aujourd'hui, les marques qui ont explosé, c'est pas celles qui avaient les meilleurs gros hackers, tu vois, ou les meilleurs mecs qui avaient les meilleures techniques d'acquisition. En fait, tu prends, je sais pas, un Cézanne, un Louis Vuitton, ou je vais même te citer un concurrent à nous, tu vois, un Jimmy Fairley. C'est des mecs qui ont construit des marques qui ont été extrêmement fortes, iconiques, sur lesquelles les gens se sont reconnus, tu vois, dans le produit, dans l'image. Et donc aujourd'hui, en fait, la meilleure façon de scaler ton acquisition, c'est pas d'embaucher les meilleurs experts Facebook Ads, il en faut, hein, c'est pas ce que je dis, mais en fait, c'est de te concentrer sur un produit, sur une image, sur un positionnement qui est fort. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a des bonnes billes, mais on peut faire, à mon avis, 5, 10 fois mieux, plus, tu vois, plus de produits, plus sympa, lancer des collections, peut-être certains engagements beaucoup plus forts autour de la marque, travailler nos produits, tu vois, on sait qu'on a des choses qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien, pour que vraiment, tu vois, les gens se disent, bah, j'ai acheté une première paire chez eux, et dans 2 ans, ils reviennent en disant, je recommencerai chez eux, parce qu'ils sont toujours convaincus que tu as une marque qui est belle, et en même temps que tes produits sont bons. Et tu vois, c'est pas si simple. Ils peuvent penser que tes produits sont bons, mais ils ont l'impression que ta marque, elle a vieilli, ou qu'elle est moins forte qu'avant, ou eux ont vieilli, tu vois, ont changé, ont un pouvoir d'achat différent, ou ont changé de, tu vois, de style, et donc ils se reconnaissent moins. Donc faut rester, tu vois, pertinent. Donc là, notre ambition, elle est là, tu vois, c'est de vraiment se dire, on va être bon sur la marque, avec tout ce que ça implique, et bon sur le produit, même pas bon, même excellent, et se développer en retail. Donc l'ambition de la marque, tu vois, et que nous on veut porter avec Ellie, sur les 3 à 5 prochaines années, elle est là. Après, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal, ça nous occupe déjà beaucoup, il y a des recrutements stratégiques à faire, etc. Il y a beaucoup de gens à faire évoluer au sein du réseau, si tu fais ça, parce que c'est compliqué de gérer un réseau retail, tu vois. Vraiment, c'est très compliqué, c'est pas simple, mais ça se passe bien. Mais voilà. Voilà notre focus aujourd'hui, c'est de devenir une marque beaucoup plus installée, connue, reconnue, tu vois, que ce qu'on est aujourd'hui, ou de l'être encore plus en tout cas. Écoute, j'aimerais juste qu'on termine cette discussion avec une question qui m'intéresse et que je trouve toujours intéressante à poser. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je sais pas, moi je vais dire c'est quelque chose qui est lié à mon éducation, tu vois, mais en fait être curieux, faire beaucoup de choses par soi-même, tu vois, pas dire faut que je trouve quelqu'un pour faire ça, mais le faire soi-même dans tout ce qu'on entreprend, je pense que c'est important. Après il faut pas, tu vois, faire que ça, c'est-à-dire que tu peux pas monter une boîte et si tu fais tout toi-même, mais moi j'aime bien quand on se lance, être curieux, tu vois, d'aller explorer moi-même les sujets. Prendre le temps, creuser à fond, lire, c'est hyper bien de lire, pas forcément des bouquins de business, tu vois, mais lire sur ton industrie. Après, en conseil, franchement, je peux t'en donner un, il faut jamais oublier, tu vois, que tu vends des lunettes. Dans le sens où ça t'aide beaucoup à relativiser ce qui t'arrive. C'est ce que je dis parfois aux équipes, c'est ce qui fait qu'on reste pas, tu vois, tous les soirs jusqu'à 18, plus loin que 17h30 ou 18h.
pour pas s'épuiser, parce que c'est difficile aussi, c'est qu'en fait, on n'opère pas des cœurs, tu vois, on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas en train de s'occuper de personnes âgées, tu vois, qui sont pas bien, il y a des métiers plus difficiles, donc moi j'estime que, voilà, donc n'oublions pas qu'à la fin, on vend des lunettes, je le dis de façon un peu péjorative, même si c'est beaucoup plus ce qu'on fait, et donc ça t'aide à la relativiser, le fait que t'aies pas reçu ta marchandise, que tu sois en rupture, qu'un client t'ait mis un mauvais avis. Eh ben, écoute, merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup pour ton temps, c'était une discussion qui était hyper intéressante. Bah écoute, c'était un plaisir, je te remercie également. À bientôt. À bientôt, salut. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, pense à nous laisser un avis 5 étoiles, ça nous aide vraiment à développer et à faire connaître le podcast. Et si t'as une boutique Shopify et que tu veux la faire évoluer, tu peux me contacter sur LinkedIn ou directement sur lugus.agency. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine, et ciao.